et que du coup, plutôt que de lutter contre les ronces au départ, on va essayer de travailler avec elles pour accélérer cette succession écologique, pour tendre le plus rapidement possible vers un stade forestier final, dans lequel on inclut des individus, des espèces qui peuvent produire de l'alimentation. Et la syntropie, pour moi, c'est le principe qui invite à aller à créer de la complexité et à s'inscrire dans la complexité. Le concept de base, il est là. La syntropie, c'est un mot qui est posé sur ce processus aussi, qui fait qu'on s'auto-organise pour aller vers toujours plus de complexité, parce qu'en fait, toujours plus de complexité, c'est une forme de capacité de production anthropique. Voilà. Ça voudrait dire que la Terre, avec la photosynthèse, est naturellement un des moyens de l'univers de dissiper de l'énergie, quoi. J'ai fait un stage d'agroforesterie dans une école d'aérospatiale qui voulait pas que je le fasse, que j'ai fait avec un contrat avec une entreprise pour valider mon obligation entreprise et payer en service civique dans une asso, mais pour dire que c'est possible et que c'est possible de vraiment trouver la légitimité d'aller vers ce qui m'appelle et suivre un peu cet appel du ventre qui est là malgré le fait que j'ai fait 8 ans d'études pour aller dans un sens et je serai pas ingénieur ou en tout cas dans ce qu'on attend de ce titre-là souvent. En fait non, l'être humain n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais pour les processus, il n'est pas mauvais pour la vie en fait. C'est un discours de l'inaction qui sert bien à certaines personnes. En fait, l'humain n'est pas mauvais pour les processus vivants, il peut complètement s'y intégrer, trouver sa place. Dans la première partie de ma rencontre avec Nicolas Bourdeau, vous avez compris le cheminement de notre ingénieur en aéronautique qui a déconstruit son rêve d'aller dans l'espace pour se passionner sur notre rôle en tant qu'espèce, être des semeurs de graines à travers l'agriculture syntropique. La première partie était aussi l'occasion de rappeler en quoi les arbres sont au cœur des processus de la vie. Dans cette seconde partie, Nicolas va définir l'agriculture syntropique d'après les nombreuses personnes qu'il a questionnées à ce sujet dans le cadre de son mémoire et aborder la syntropie à travers la compréhension en thermodynamique. Vous allez voir que la syntropie, ce n'est pas si simple que ça en fait. Ce n'est pas non plus complexe. C'est simplexe, pour reprendre les mots d'Anaël Terry. Le parcours de Nicolas, dont le nouveau rêve est de planter des arbres sur le terrain de son grand-père, devrait réenchanter de nombreux jeunes en questionnement. Pour recevoir le mycélien, ma lettre d'inspiration pour un nouveau récit de l'agroécologie, dans laquelle je partage des pistes d'exploration autour de chaque épisode, et notamment le lien vers le mémoire de Nicolas, rendez-vous dans la description de cet épisode. Belle écoute! Et alors, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de syntropie ou qui en a entendu parler mais qui ne sait pas ce que c'est, voilà, si tu devais pitcher la syntropie, tu dirais quoi? Ouais. Je l'ai pitché tellement, j'ai fait beaucoup de stops et j'ai pitché. Alors vraiment, j'ai eu des maxi pépites. Le Saint-Tropez revient beaucoup quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu me parles de Saint-Tropez? J'ai rien compris, je croyais que tu parlais d'arbres. Qu'est-ce que c'est que la syntropie? Je repars du mot qui vient de simple. Voilà, c'est le mot d'aller du simple vers le complexe. Et la syntropie, pour moi, c'est le principe qui invite à aller à créer de la complexité et à s'inscrire dans la complexité. Le concept de base, il est là. J'aime beaucoup l'idée que sur le site de Agenda Gotch, vraiment, ils disent on va pas donner de définition parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe, puis ça ne servira à rien, parce que c'est vraiment tout un changement de paradigme. Donc ça, c'est pour la syntropie. Et après, quand on parle d'agroforesterie syntropique, c'est un modèle de production j'aime beaucoup dans mon mémoire, en fait, j'ai trouvé ça plus juste de donner plusieurs définitions de plusieurs personnes différentes. Donc la définition d'Anaël, qui pour moi vraiment axée sur le fait de remettre l'être humain dans le sens du vivant, qu'il soit bénéfique et qu'il travaille dans le sens du vivant, redonner sa place. J'aime beaucoup cette idée-là pour créer des agro-écosystèmes qui soient à la fois productifs, soutenables, qui stockent du carbone, qui produisent de l'eau et qui concentrent l'énergie, quoi, au global.
Moi, c'est comme ça que je le vois. Et en fait, quand je le présente souvent pour des personnes qui vraiment n'ont jamais entendu parler, je dis c'est une forme d'agroforesterie. Donc agroforesterie, c'est on utilise les arbres pour avoir une production alimentaire. On utilise la forêt même. La forêt. Parce que les arbres... Ouais, c'est ça, mais je le définis aussi parce que dire en fait, en France, agroforesterie, ça peut vouloir dire planter 3 arbres au milieu d'un champ. Et voilà. Mais en fait, là, on parle vraiment d'avoir cette image et du coup de définir les 3 principes que moi j'ai un peu établis, mais en fait tout le monde les dit dans un sens ou dans un autre, et peut-être sous des mots différents, mais du coup de viser un stade forestier final avec sa densité et sa stratification. C'est-à-dire, en fait, sous les tropiques, tu as 3000 arbres à l'hectare et tu as 15 000 plantes sur un hectare. Et du coup, ça, c'est une densité qui est colossale, et c'est ça qu'on vise à la fin. C'est ça l'objectif final. Donc cette densité, cette stratification de l'état forestier, donc du climax. Pour faire ça, on passe par la succession écologique. Donc on se dit qu'en fait, si là il y avait une friche, et ben progressivement il y aurait quelques plantes qui poussent. Alors on ne sait pas forcément lesquelles. Selon la qualité du sol, il y aurait des ronces, il y aurait progressivement quelques arbres pionniers qui feraient un peu d'ombre à d'autres. Et puis 100 ans plus tard, tu aurais quelques chênes et voilà. Et dire qu'en fait ça c'est un processus spontané qui se déroule et que du coup plutôt que de lutter contre les ronces au départ, on va essayer de travailler avec elles pour accélérer cette succession écologique, pour tendre le plus rapidement possible vers un stade forestier final, dans lequel on inclut des individus, des espèces qui peuvent produire de l'alimentation et qui peuvent être... Je précise quand même que c'est rare qu'on travaille avec les ronces dans les plantations. Oui, non, complètement, mais c'est dans l'idée. Mais c'est l'idée, ouais. D'avoir des plantes qui sont les mères des prochaines, et qui le placenta des prochaines. Qui se succèdent. Du coup, voilà, avoir cet objectif de stade forestier final, accompagner la succession écologique, et c'est surtout, pour moi aussi, ce truc le principe de perturbation, et du coup de redonner une partie de sa place à Homo sapiens, à l'être humain, en disant, en fait, on est un grand animal qui a eu un rôle, et qui l'a encore, on espère, à des endroits, de venir stimuler les plantes pour qu'elles arrivent à un état d'abondance. Et là, concrètement, ça se passe par une taille qui est souvent sévère dans la pratique, sévère au sens des eucalyptus de 5-6 mètres de haut, on les ramène à 3 mètres et il n'y a plus une branche, on a l'impression que c'est un piquet. Et de dire, c'est une image un peu choquante, c'est comme ça qu'on se réinscrit dessus. Et dire, on stimule des plantes de service qui vont aller stimuler tout le système. Voilà, si j'ai 5 minutes, j'essaye de le dire en parcourant ça plus rapidement, mais de dire en fait, c'est de l'agroforesterie, où on vise vraiment un stade forestier final, on s'appuie sur la succession écologique, et on essaye de redonner une place saine et juste aux êtres humains, dans le sens vivant, et qui soit bénéfique pour l'ensemble des espèces sur place. Rappelons ici les principes de la syntropie, tels que définis par Nicolas dans son mémoire. L'inspiration vient des forêts et des peuples en coévolution. L'intention est la production alimentaire en même temps que la restauration des écosystèmes. Les principes sont 1. La densité et la stratification, ce qui permet la maximisation de la photosynthèse. 2. La succession écologique pour tendre vers le climax, alors que l'agriculture intensive lutte contre ce processus en produisant sur une seule strate et en détruisant et replantant chaque année. En pratique, cela revient à planter un film, une grande quantité de plants et de graines sont plantés au départ. 3. Perturbation. La perturbation permet de faire entrer la lumière dans le système et la sécrétion d'exudats racinaires, des signaux chimiques de croissance sur une distance allant jusqu'à 2,5 fois la hauteur de l'arbre. Perturbé, c'est donc aussi apporter de la matière au sol, qui est ainsi nourri. Et alors, il y a une question que j'aimerais te poser. Tu as parlé tout à l'heure de la thermodynamique
Ouais. des systèmes, c'est ça? Thermodynamique. Ouais, vas-y. Et en fait, moi, c'est un truc que j'ai débattu avec Hugo de la ferme de Marcillac, épisode 42 ou 43, je crois. Parce qu'on parlait de syntropie et je lui disais que la syntropie, c'est aller vers plus de complexité, de vie, alors que l'univers tend, enfin, du coup, l'ingénieur aéronautique qui est en toi va peut-être... Enfin, moi, je comprends. Franchement, j'ai beaucoup de mal à comprendre ces trucs-là. Mais l'univers n'est pas en expansion, si j'ai bien compris. Enfin, du coup, peut-être que tu peux mettre un peu de clarté là-dessus, parce que du coup, pour Anaël, bah voilà, on crée de l'abondance. La Terre, la planète Terre, avec la photosynthèse, crée plus de vie. Ouais. Mais est-ce que c'est pas la seule petite planète qui crée plus de vie, mais que de toute façon, le système solaire, un jour, va disparaître? Ouais. On finit sur une note un peu un peu dramatique, ça va, on a quelques milliards d'années quand même, on est plutôt tranquille. Oui. Ce que je citais tout à l'heure, c'est effectivement le livre de François Rodier, il s'appelle Thermodynamique de l'évolution, un essai de thermobiosociologie, mais celle de lier les concepts de la thermodynamique avec des évolutions de la biologie et de la sociologie. S'appuyer sur sa connaissance très forte de la physique fondamentale pour en tirer aussi des conclusions sur la biologie-sociologie. J'ai du mal à me sentir légitime de parler de ça parce que j'ai fait un peu d'études dessus, mais j'aurais peur de froisser des physiciens. Bah écoute, s'ils sont froissés, ils m'écrivent et puis on en discute. Mais je vais essayer de m'en référer aussi à Rodier pas mal, mais dire déjà définir l'entropie, définir l'énergie et définir l'entropie. Pour moi, c'est la base, et si on ne parle pas de là, on ne peut pas avoir la suite de la discussion. Et du coup, je me souviens de ce cours d'aérodynamique de 2e année. Le prof demande ce que c'est que l'énergie et personne ne sait répondre. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est que l'énergie en soi dans les concepts de sciences physiques? Bah, c'est des petits machins qui s'agitent. C'est du mouvement, ouais. Carrément, c'est une forme d'énergie. C'est des vibrations, quoi. C'est... Ouais. De manière la définition la plus consensuelle que j'ai et qu'il a donnée à ce moment-là, c'est l'énergie est une capacité à transformer. Ok. Wow. Et du coup, moi je me rebase là-dessus pour me dire qu'est-ce qu'il veut dire Holmgren, donc fondateur de la permaculture avec Mollison. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit capter et stocker de l'énergie, tu vois? Ok, on stocke une capacité à transformer. Donc effectivement, si on stocke de l'information dans une graine, on stocke une capacité à transformer l'environnement autour de soi après. Ok, donc ça va, j'ai compris du coup. Ça c'est l'énergie. Et pas mal plus compliqué, il y a l'entropie. Et c'est un concept, et Rodier revient majestueusement dessus, je trouve, au début de son livre, mais c'est un concept qui a été défini de manière hyper intrigante, quoi. Ça a été défini à différents endroits en même temps, et notamment du coup d'avoir cette définition très thermodynamique de l'entropie, comme moi je dis, l'entropie qui parle de l'énergie, qui est du coup une mesure de la dégradation de l'énergie, avec des gros guillemets sur dégradation. Les physiciens ils diraient dissipation de l'énergie, donc une mesure de la transformation de cette énergie vers une qualité moindre. En gros, de la transformation de l'énergie du travail mécanique en chaleur. Voilà, si on voulait faire très simple. Ça, c'est la définition purement thermodynamique. Et il y a une équivalence d'entropie informationnelle. Et là, c'est pareil, il y a beaucoup de confusion sur... l'entropie, c'est le désordre. En fait, l'entropie, dans la physique, c'est une mesure de la méconnaissance d'un système. Du coup, ça a à voir avec l'observatrice ou l'observateur et le système lui-même. C'est une mesure de comment moi, je ne connais pas le système. Donc c'est important de voir ça, et ce qui est très compliqué, et j'en discutais tout à l'heure ce midi-là, mais ce qui est compliqué, c'est de voir qu'il y a équivalence des deux, en fait. Et moi, ça m'a beaucoup aidé de me dire, en fait, quand il y a de l'information qui disparaît dans un processeur d'ordinateur, il chauffe plus fort, en gros. Tu vois, tu as un processus de libération d'énergie. Il se passe pareil, en fait, de dire, en fait, potentiellement, tu vois, tu as l'information génétique qui est inscrite dans une graine, et du coup, elle a un potentiel de libération d'énergie et de dégradation de l'énergie en chaleur après qui est énorme. In fine. Ok. Le yin, le yang, le blanc, le noir, le vide, le plein. Voilà. Mais du coup, là-dedans, ça pourrait faire syntropie-entropie.
Et pour moi, en fait, de ma compréhension actuelle, mais que je suis curieux de challenger encore et encore, la syntropie n'est pas l'opposé de l'entropie. Il y a plein de gens qui disent ça, ouais. Et du coup, moi, c'est pas comme ça que je le comprends. Ouais. Je comprends que ça permet de mieux agir là, enfin, en une semaine, de se dire en fait, il y a des processus entropiques et des processus syntropiques. Il y en a donc les processus entropiques, ils concentrent l'énergie, et les processus entropiques, ils la laissent partir. Il y en a une, c'est une cuvette où il y a de l'eau qui arrive au fond, de la terre et tout, et ça permet l'émergence des arbres. Et l'autre, c'est un sommet de montagne où toute l'énergie, elle s'en va vers le bas. Je trouve que c'est assez facile à comprendre et c'est cool. Mais dans l'idée, donc là, on touche à des principes de la thermodynamique. C'est ok que je m'embarque là-dedans? Yes. Faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'on a un apéro qui nous attend. Faut que je fasse gaffe. Et c'est très important. Ouais, c'est important. C'est le meilleur moment de la semaine. En tout cas, de dire, Rodier il parle d'un troisième principe de la thermodynamique, qui est un principe de maximum entropy production, donc MEP, MIP en anglais, théorème de maximum de production d'entropie. Et il dit, en gros, les structures dissipatives s'auto-organisent pour maximiser le flux d'énergie qui les traverse. C'est dans ton mémoire, ça. Ça, c'est dans mon mémoire. Et j'en touche une toute petite note, mais c'était pas le cœur du sujet, mais pour moi, c'est un sujet qui est passionnant. Bah, c'est aussi pour ça que tu es là. C'est cool. Mais du coup, donc ça, c'est le troisième principe qui rejoint le théorème de maximum de puissance de Odum, par ailleurs. Howard Odum, plus que Eugène, qui est son frère. Et donc, une structure dissipative, globalement, c'est des structures qui, une fois traversées par des flux d'énergie, se mettent en mouvement. Donc toi, tu es une structure dissipative, parce que tu mets de l'énergie dans toi, tu bouges, et tu te mets en mouvement pour transformer cette énergie-là. Rodier prend souvent l'exemple d'une casserole, juste une casserole, tu la mets comme ça, tu mets de l'énergie, tu balances du feu dessous, et en fait, l'eau dedans, elle va se mettre à créer un mouvement pour dissiper de l'énergie, donc transformer l'énergie qui lui est donnée en chaleur. Donc, créer du mouvement pour transformer ce mouvement en chaleur. Donc, ça, c'est une structure dissipative. Et un ensemble de structures dissipatives est une structure dissipative. Voilà. Et l'univers observable est une structure dissipative. On tend vers la réponse à ta question de tout à l'heure quand même. Accrochez-vous. Ouais, vous restez un peu accrochés, mais c'est l'occasion d'en parler quand même. Ouais. Et du coup, l'idée que les structures dissipatives, en fait, on observe sur une tendance de l'univers, c'est Éric Chesson qui fait ça dans un bouquin, qu'un astronome, il observe les structures qu'il y a dans l'univers. Et si tu les mets toutes sur une courbe et que tu regardes leur capacité à dissiper de l'énergie rapportée à leur masse, en fonction du temps, tu observes que tu as une courbe exponentielle des structures, c'est-à-dire elles dissipent toujours mieux l'énergie au fur et à mesure de la création. Donc au départ, tu as la physique, ensuite tu as la chimie qui arrive avec les premières molécules, blablabla, et des étoiles qui machin, et au bout du bout, tu as la vie, et tu as l'humain, et tu as les sociétés humaines qui dissipent 10 000 fois mieux l'énergie que le Soleil, rapportée à leur masse. Voilà. Et du coup, moi, je me base sur cette compréhension-là pour me dire, ok, c'est quoi le lien entre l'entropie et la syntropie, du coup? Et bien, il dit, en fait, les structures vivantes qui sont des structures dissipatives, et du coup, la Terre est une structure dissipative, donc, le système Terre, il s'auto-organise pour maximiser son taux de dissipation énergétique. Donc maximiser l'énergie qu'il traverse. Et du coup, si tu veux, la vie est un processus qui se crée comme ça, tac, 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 et qui s'auto-organise pour favoriser qu'il y ait un maximum d'énergie qui le traverse tout le temps. Et en fait, ce maximum de flux d'énergie qui te traverse, tu peux aussi le voir comme une organisation de la complexité. Et du coup, ça rejoint cette idée que... Enfin, encore une fois, c'est comme ça que je le comprends. Ça rejoint cette idée que oui, on va vers toujours plus de complexité parce que ça rejoint cette tendance de s'auto-organiser pour maximiser la quantité d'énergie qui traverse ce système-là. Et du coup, la syntropie, c'est un mot qui est posé sur ce processus aussi, qui fait qu'on s'auto-organise pour aller vers toujours plus de complexité, parce qu'en fait, toujours plus de complexité, c'est une forme de capacité de production anthropique. Voilà. Ça voudrait dire que la Terre, avec la photosynthèse, est naturellement un des moyens de l'univers de dissiper de l'énergie, quoi. Ouais, c'est un des moyens de ce qu'on connaît, en fait, à date, c'est un des moyens les plus efficaces.
Ouais. D'avoir eu cet équilibrage entre les structures qui font de la photosynthèse et celles qui font de la combustion, globalement. Moi, je fais peu de photosynthèse à date, là, comme ça. Mais je fais beaucoup de combustion. Mais l'alliance des deux fait qu'on a une capacité à dissiper de l'énergie et à la dégrader sous forme de chaleur qui n'a jamais été égalée. On est au top. Comme structure dissipative, le vivant ou le système Terre s'auto-organise pour maximiser le flux d'énergie qui les traverse, ce qui se traduit par une tendance à la complexification. Cette complexification observée est le premier résultat de nombreux processus permettant aux organismes d'optimiser leur contribution dans la perpétuation et l'expansion de la vie. La gradation. Pour parler avec des indicateurs plus concrets, le vivant, en se complexifiant, tend à produire une abondance alimentaire, des rebouclages multiples des cycles de l'eau et du carbone, une biodiversité florissante et diversifiée, et, ce qui pourrait englober tout le reste, une optimisation du captage et du stockage de l'énergie. Si on revient les mains dans la terre et on va aller vers la fin de cet épisode. Je vais pas reparler de l'apéro, mais en fait si. Et du poulet, super poulet agroforestier qui nous attend, qui dissipe aussi son énergie. Bref, toi, avec toute cette compréhension tête, cœur, tripes, blablabla, aujourd'hui, quel élan ça réveille en toi pour tes projets futurs ? Ouais, je crois que c'est ça qui a traversé ma semaine aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir un grand-père qui a le terrain de sa mère encore, dans le Limousin, et d'avoir envie de commencer, quoi. Juste essayer et planter quelques lignes de Saint-Tropez là-dessus avec ma sœur, avec laquelle on est hyper en cohérence sur ces idées-là et sur cette envie, à la fois de s'ancrer un peu dans ce territoire et de planter des arbres juste pour le kiff. Donc voilà, moi je pense que j'ai pas d'objectif économique là-dessus à titre personnel, mais voilà, une recherche d'autonomie aussi parce que je trouve que c'est une force politique colossale et de plaisir d'avoir tous ces co-bénéfices et de relancer une dynamique de succession écologique dans un truc que j'ai toujours vu sous la forme d'un champ. Voilà, donc continuer à me former là-dedans, peut-être avoir un peu un ancrage sur ce terrain-là et de lancer cette dynamique en Saint-Tropez. Le fait de le dire aussi, ça me booste un peu, ça m'engage à un endroit. C'est cool. Et quand je vois Steven et Pablo, et Pablo, toi, Felipe, enfin bref, ça me donne envie de tendre vers de la formation aussi, parce que j'estime que c'est un processus de formation qui est quand même long, globalement. Gildas Véret, qui du coup était mon formateur en permaculture, il dit souvent moi j'y crois trop au mouvement de la permaculture, je sais qu'ils vont gagner, mais par contre ils vont mettre des centaines d'années, on n'a pas trop le temps. Il y a cet enjeu à accélérer la vitesse de formation, de transmission de toutes ces choses merveilleuses là. Ouais. Et moi j'adore la transmission et du coup j'aimerais vraiment beaucoup à terme peut-être faire des initiations, faire du partage et des formations. Quand tu auras eu cette pratique chez toi... Là, en tous les cas, je me sens absolument pas légitime à faire ça. On en a discuté un peu l'autre fois. Ouais. Même au départ, pas légitime forcément pour cet épisode. Ouais. Qui, au final, n'est pas un épisode avec quelqu'un qui a une pratique de plusieurs années de Saint-Tropez, mais une vision globale. Clairement pas. C'est ça un peu l'objectif. Ouais. Et ma dernière question, avant-dernière, c'est est-ce que tu as envie de remercier quelqu'un à travers cet épisode? Ah wow. Ou quelque chose, un être. Ouais, c'est vrai qu'il y a souvent ce truc-là. Petit moment de gratitude. Ouais. Je crois que j'ai envie de remercier Tuc Dual Hervé, qui est le premier agriculteur qui m'est accueilli sur sa petite plantation en Martinique et qui est quelqu'un qui est grande humilité, qui fait pas beaucoup de bruit et qui pourtant a une ténacité, une détermination et une forme de douceur là-dedans
et qui m'a accueilli chez lui quelques fois. Et donc, un grand merci à lui. Voilà, j'ai pensé à plein de personnes et j'ai envie de faire une petite gratitude pour Tug. Ok. Voilà. Et est-ce que tu as envie de partager une dernière chose avant la fin de cet enregistrement ? Oui, j'avais un peu réfléchi à cette question-là. Si j'avais un message à transmettre, ce serait quoi et à qui ? Et je me sens pas forcément légitime de parler à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a un public ingénieur, voilà, beaucoup d'étudiantes et d'étudiants ingénieurs qui se posent plein de questions. Ça peut parler à d'autres, mais et de dire, en fait, moi, mon stage, j'ai fait un stage d'agroforesterie dans une école d'aérospatiale qui voulait pas que je le fasse, que j'ai fait avec un contrat avec une entreprise pour valider mon obligation d'entreprise et payé en service civique dans une asso. Donc tout ça a été un peu branli-branlant, mais pour dire que c'est possible et que c'est possible de vraiment trouver la légitimité d'aller vers ce qui m'appelle et suivre un peu cet appel du ventre qui est là malgré le fait que j'ai fait 8 ans d'études pour aller dans un sens et je ne serai pas ingénieur, ou en tout cas dans ce qu'on attend de ce titre-là, souvent. Et que j'ai envie d'accueillir ça et d'accueillir aussi mes petites crises de légitimité là-dessus. Et d'inviter à vraiment suivre cet appel-là et de dire à quel point ça fait du bien de se sentir en connexion avec le vivant et de voir la syntropie pour moi. Avant tout, ça a renversé quelque chose en moi aussi, ça a aidé à finir de renverser ça, cette bascule de... En fait, non, l'être humain n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais pour les processus, il n'est pas mauvais pour la vie, en fait. C'est un discours de l'inaction qui sert bien à certaines personnes. En fait, l'humain n'est pas mauvais pour les processus du vivant, il peut complètement s'y intégrer, trouver sa place. Et moi, j'ai envie de trouver ma place là-dedans. Et j'invite les personnes à sentir cette légitimité-là et à écouter et s'autoriser à vivre cet appel-là. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. Je tiens, pour cet épisode, à remercier tout particulièrement Anna Charpin, dit Anna Banana, qui m'a prêté sa voix pour lire des extraits du mémoire de Nicolas sur la syntropie. Et surprise, cet épisode n'est pas tout à fait terminé. Nicolas a décidé de me poser une question, et j'ai remis en route l'enregistreur car j'ai pensé que ça en valait la peine. Est-ce que la syntropie t'aide à trouver le sens de la vie ? C'était une vraie question, Ophélie. Pour moi, là oui, dans le sens où elle m'invite à écouter d'instant en instant ce qui se passe à l'intérieur de moi et à voir que j'évolue, tout comme un chêne au début, il a besoin d'être protégé par une ronce, après il a plus besoin de la ronce, et en fait, c'est pas parce que je suis un chêne que je vais avoir tout le temps les mêmes besoins, que je vais être tout le temps à la même place. Et en fait, souvent, la syntropie, de la manière dont je la comprends, pour moi, c'est parfois juste... comment dire ? En fait, je pense beaucoup plaisir interne. C'est-à-dire que, pour moi, la transcription du mot plaisir interne d'Ernst Goethe, c'est la joie. Et donc, si ça te met en joie, c'est que c'est le bon sens pour moi. C'est que tu vas dans le bon sens. Et donc, tout ça, ça demande une construction au quotidien, parce qu'on est des humains incarnés avec des projets, avec blablabla, avec des moments où on n'est pas dans la joie, des moments où on est dans la joie, mais globalement, s'il y a plus de joie que de tristesse et plus de syntropie que d'entropie, même si c'est pas l'opposé, bref, je pense qu'on va dans le bon sens, quoi. Ça t'aide à toucher ce sens de la vie pour toi, de te mettre en joie et de tendre vers ça. Oui, la syntropie, ça m'a aidé à toucher quelque chose, ça c'est sûr. Trop cool. Et toi ? Ouais, ce que je disais, c'est Amandine tout à l'heure à la fin du cours là. On dit, en fait, franchement, on se questionne sur le sens de la vie, mais une semaine de syntropie et puis c'est bon, quoi. C'est tout trouvé, quoi. Et
Et moi, j'ai beaucoup voyagé à la poursuite de ce truc de putain, c'est un peu quoi le sens de la vie là? J'ai eu un peu down, un peu voilà, des crises d'éco-anxiété aussi pas mal. Alors, c'est quoi le sens de la vie? Et en fait, là tout à l'heure, ça m'a aidé à la fois à clôturer un cycle de un sens de la vie, c'est de créer la vie, en fait, ou créer les conditions de la vie pour être précis. Et de ce truc de mot aggradation, moi je dis là, ouais, ça fait une boucle, c'est pas satisfaisant. En fait, c'est ce qui est. C'est-à-dire qu'un sens de la vie, c'est de créer les conditions de la vie, et point barre. Et de dire qu'en fait, il y a une forme de truc où c'est une réponse que j'ai trouvée, et la question c'est, est-ce que je m'en contente ou pas? Et en même temps, en l'entendant dire ça, je me suis dit, mais en fait, c'est la question qui est complètement fuckée, quoi. Parce que ça veut dire quoi, le sens de la vie? Ça sous-entend que soit il y en a un de bon, soit à la limite tu te réfères à un sens particulier qui serait peut-être originel, à une intention particulière pour la vie, mais du coup, l'intention de qui, de quoi? Et du coup, en me posant cette question, de dire soit c'est, si je me pose cette question, c'est quoi le sens de la vie? En fait, là, j'arrive plus à me la poser comme ça. C'est quoi un sens de la vie? Ça, je peux me poser cette question, je peux en chercher plusieurs, en trouver ou pas, m'en contenter ou pas. Et réussir à... un sens de la vie, c'est de tendre vers toujours plus de complexité. Un sens de la vie, c'est de créer les conditions de la vie. Un sens de la vie, c'est de maximiser sa capacité à se faire traverser par un flux d'énergie. C'est aussi ça, un sens. Ça, c'est vraiment une tendance, une forme de tendance qui traverse la vie et dans laquelle je peux m'inscrire. Il y a ça. Et par contre, si je me demande quel est le sens ou... truc, ça m'oblige quelque part à aller questionner une forme d'origine, de source ou de création. Si du coup il y a une intention, c'est qu'il y a peut-être ça. Et du coup ça pousse vers ces questions plus spirituelles aussi, quoi. Mais à assumer comme ça. Et je trouvais ça intéressant de dire la question quel est le sens de la vie pour moi n'a plus de sens. C'est quel est un sens que j'ai envie de choisir de lui donner. C'est plus dans ce sens-là que ça me parle. Comme observateur aussi. Ouais. Trop et ouais, bien. comme observateur j'aime beaucoup cette image de dire en fait il y a juste des étoiles et en fait comme un observateur qui décide de tracer du lien entre ces étoiles pour en faire une forme dans l'univers, quoi. Et ouais, il y avait la citation de Ernst Götz sur l'univers entier, blablabla, créateur de ressources et tout. Et de dire, voilà, ça venait résonner là-dessus et de dire non, il n'y a pas de sens. Je peux te donner un sens que je choisis. Et ben ça fera un... Comment on appelle ça un post... je sais pas comment on appelle ça. Un podcast. Un podcast, exactement. C'est difficile à dire. Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre.